Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. C'est parti pour une nouvelle émission d'Info Hebdo. Aujourd'hui, je suis entourée de 4 journalistes de Média Ténois par ordre alphabétique. Nelly Guidici, Denis Laure, Cristiano Pereira et Élodie Roy. Bonjour à tous les 4. Bonjour. 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 Au programme de notre épisode d'Info Hebdo, une enquête à la garderie Plein Soleil, un sursaut du projet de centre communautaire francophone, 2 affaires judiciaires et des événements culturels avec l'AFCY. Le programme est chargé. On commence avec toi, Cristiano, et on va parler d'un sujet qui a bousculé l'actualité francophone. Une enquête est en cours à la garderie Plein Soleil contre 3 employés. Cette information fait suite à un article publié par nos confrères, consoeurs de Cabine Radio. Alors, où en est le dossier ? Raconte-nous tout. Alors, oui, tout à fait. Le dossier, maintenant, il y a un stade où plusieurs démarches sont en cours en parallèle. Donc, il y a 3 employés qui ont été suspendus à la suite d'allégations d'inconduite impliquant des enfants. Et la garderie a mandaté un tiers indépendant pour mener une enquête. La gendarmerie confirme aussi qu'une enquête policière est aussi en cours. Et le ministère de l'Éducation, pour l'instant, examine juste la situation afin de déterminer si les exigences prévues par la loi sont respectées. Donc, c'est important de dire, c'est important de ne pas oublier qu'à ce stade, aucune infraction n'a été établie publiquement. Mmh. Et côté de la direction de la garderie, qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, donc la vice-présidente du conseil d'administration, Eva Bellavance, m'a expliqué que l'enquête est confiée à un tiers indépendant et que la garderie est en train de recevoir des conseils juridiques. Elle a dit que les parents seront informés de l'évolution du dossier par un communiqué, mais elle a précisé plusieurs fois qu'il n'est pas possible d'entrer dans les détails en raison des enquêtes en cours. Donc, elle m'a aussi dit qu'aucune rencontre formelle avec les parents n'est prévue. Et que le politique et les procédures de sécurité à la garderie sont en cours de révision. Toujours à dire qu'elle ne peut pas fournir davantage d'informations pour le moment. Mmh. Alors, comment réagissent les autorités et l'école ? Donc, l'école Alain Saint-Cyr, je rappelle que la garderie est située dans le bâtiment de l'école. Oui, du côté scolaire, la commission scolaire francophone a voulu rassurer les parents en précisant que les personnes visées par l'enquête ne travaillent pas avec les élèves et que la garderie est justement une entité distincte de l'école. Donc, la commission insiste sur le fait que la sécurité et le bien-être des élèves demeurent la priorité. De son côté, le ministère de l'Éducation rappelle un peu que les questions de ressources humaines relèvent de l'organisme gestionnaire de la garderie. Donc, tout en indiquant la gendarmerie est en train d'examiner, le ministère est en train d'examiner l'information reçue pour voir s'il doit intervenir ou non, pour voir si la loi et les règlements ont été ou pas respectés. Sujet à suivre évidemment. Autre dossier conséquent, et on peut le dire de longue haleine, le projet de centre communautaire francophone. Alors, as-tu une bonne nouvelle à nous annoncer, Cristiano, ou au moins, est-ce qu'il y a des avancées ? Oui, donc, le projet du centre communautaire, le projet n'est pas toujours à l'étape de construction. Mais on peut dire qu'il a connu des avancées importantes sur le plan administratif, on peut dire ça, depuis 2024. Donc la fédération franco-ténoise a relancé le dossier, déposé plusieurs demandes et a surtout travaillé un peu à la définition du projet.
Donc à l'automne 2025, ben, il faut mentionner ça, alors qu'à l'automne de 2025, Patrimoine canadien a demandé à la FFT, à la Fédération, de soumettre un plan d'affaires pour justement pour clarifier la gouvernance, le fonctionnement et le contenu du futur centre. Mhm. Euh, donc, cette plan d'affaires a été déposée et voilà, une réponse maintenant était entendue en décembre, mais n'a pas toujours été communiquée. Donc, il y a un peu d'incertitude pour l'instant. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont ce projet est abordé depuis la relance de 2024? Oui, depuis la relance de 2024, on pourra dire que l'approche maintenant est devenue beaucoup plus structurée et réaliste. Donc, plutôt que de chercher immédiatement à financer une construction, ce que la Fédération franco-canadienne s'est concentrée sur la définition du projet lui-même, sa gouvernance, son fonctionnement, les services qu'il pourrait accueillir et même son modèle financier. C'était cette démarche qui a, voilà, a amené Patrimoine canadien à demander un plan d'affaires. On peut dire que c'est un changement important par rapport aux tentatives précédentes qui portaient surtout sur le principe du centre plutôt que sur la mise en œuvre concrète. Il faut rappeler que le projet du centre communautaire, remonte à la fin Longtemps. à fin des années 80. Donc, depuis des années, plusieurs modèles, sites, études ont été envisagés sans jamais mener à une construction. Alors, est-ce qu'il y a un aspect particulier qui pourrait justement faire évoluer le dossier dans les prochains mois? Oui, la prochaine étape clé reste la réponse du patrimoine canadien concernant le financement du plan d'affaires. Voilà, en parallèle, il faut aussi dire que la Fédération franco-canadienne a amorcé des discussions avec le gouvernement territorial, notamment sur la question des terrains et les éventuels partenariats. Il y a quelques jours, ils ont eu même une rencontre avec la ministre Cleveland. Mais la FFTA reconnaît toutefois que sans l'appui de Patrimoine canadien, un projet du centre communautaire de cette ampleur serait très difficile à concrétiser. Merci Cristiano. Merci. Place maintenant à une histoire judiciaire à rebondissement avec toi, Denis. Tu vas nous parler d'un procès qui a lieu au territoire du Nord-Ouest et qui oppose la firme KPMG, mais aussi la firme d'avocats Reynolds Mears, à la Première Nation de l'Outselk'e. Celle-ci les accuse de négligence, de rupture de contrat et de violation du devoir fiduciaire. Denis, je crois qu'un petit historique de ce dossier va être nécessaire. Oui, en fait, la Première Nation de l'Outselk'e a engagé en 2014 un monsieur qui s'appelle Ron Barlas comme directeur général des 3 compagnies qui gèrent les avoirs et les redevances de la Première Nation de l'Outselk'e. Donc, et ce monsieur-là a pillé les compagnies de l'Outselk'e par plusieurs stratagèmes qui pourraient faire l'objet d'une émission au complet, sinon de plusieurs émissions. Il a mis beaucoup d'ingéniosité dans sa vénalité. Alors, l'avocat de l'Outselk'e, Larry Innes, estime que plus de 11 millions de dollars, 11,5 millions, pardon, qui ont été volés à l'Outselk'e. Ça a été jugé. Ron Barlas, il a été condamné, même s'il est toujours en liberté. De son côté, KPMG, ça, c'est une firme internationale qui s'occupait des états financiers de la Première Nation, mais aussi de ceux des compagnies de Ron Barlas. Il y avait partie des compagnies pour extraire de l'argent de l'Outselk'e. Alors, avant, c'était des comptables de l'Outselk'e qui faisaient les états financiers, la fiscalité des compagnies de la Première Nation. Donc, Ron Barlas a choisi KPMG, il a tassé les comptables de l'Outselk'e. Et puis, selon l'Outselk'e, les états financiers de KPMG étaient trompeurs. Ils ont fait preuve d'aveuglement volontaire. Ils auraient dû avertir la Première Nation des stratagèmes de Barlas. Donc, la Première Nation réclame des dommages et intérêts qui ne sont pas encore fixés maintenant. C'est que KPMG voulait que le litige soit réglé en arbitrage en Colombie-Britannique,
comme c'était écrit dans les ententes entre KPMG et les compagnies de Lutselk'e. Évidemment, c'est Ron Barlas qui avait signé ces ententes-là. Et c'était des ententes qui favorisaient beaucoup KPMG. Il y avait un maximum pour les compensations suite à l'arbitrage. Il n'y avait aucun droit de revue judiciaire, puis il y avait de la confidentialité. Bon, ça leur donnait le gros bout du bâton. Et finalement, le juge Devlin, le 14 janvier, a décidé de rendre caduques les obligations d'arbitrage qui étaient dans les contrats liant les compagnies de Lutselk'e à KPMG. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il a pris ce jugement, il a fait ce jugement-là, pas tant à cause des arguments des requérants, mais pour des raisons qui expliquent pendant une dizaine de pages. Écoute, le jugement a 49 pages. Tu as parlé à des avocats qui ont souligné que c'était une rare utilisation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Oui, selon le juge, la déclaration justifie l'invalidation des clauses d'arbitrage qui, on le rappelle encore, ont été signées par Ron Barlas, pas par la Première Nation. Monsieur Innes, l'avocat de la Première Nation, avance que c'est probablement un des premiers cas au niveau d'un procès où la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation sont cités par un juge, pas juste comme ça en passant, mais de manière substantielle pour étayer des conclusions d'un jugement. L'avocat Jean-Benoît Roberge aussi, que j'ai consulté, dit que ça montre que le droit est en train d'évoluer au Canada. Puis c'est assez rare qu'on utilise cette déclaration-là, en plus d'une question de litige de droit commercial. Est-ce que KPMG pourrait aller en appel? Ils ont les moyens de le faire, ils ont l'intérêt à le faire pour pas que ça ouvre la porte à d'autres procès contre eux. L'avocat de Lutselk'e, Larry Innes, s'attend vraiment à un appel. Si KPMG porte la cause en appel, la séquence, c'est que ça irait d'abord à la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest et éventuellement à la Cour suprême du Canada si elle veut entendre la cause. C'est pas impossible. En attendant, les parties ont rendez-vous en Cour suprême des TNO, par contre, le 25 février pour une conférence assez courte sur le futur de la procédure. Et puis, pour Larry Innes, c'est vraiment le début d'un très, très long chemin. Il s'attend à ce que ça soit long, cette histoire-là. Merci Denis, on peut évidemment retrouver tous tes sujets et celui-ci, agrémenté d'interviews dans ton émission Territoire d'info, à retrouver sur notre site internet mediatenois.ca et sur toutes les plateformes d'écoute. Nelly, tu nous parles cette semaine d'un sujet qui t'occupe depuis quelques mois déjà. Alors on va parler de Trump, encore cette fois-ci, non pas contre le Groenland, mais face au refuge arctique en Alaska. Le 13 janvier dernier, une plainte a été déposée contre l'administration Trump. Cette plainte fait suite à la vente de baux pour l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière dans le refuge arctique en Alaska. Alors qui a présenté cette plainte ? Alors, c'est le cabinet d'avocats Trustees for Alaska qui représente depuis longtemps les intérêts du comité directeur Gretchen, le Gretchen Steering Committee. Et c'est par l'intermédiaire de ce cabinet d'avocats que la plainte a été déposée. Elle représente donc, comme je viens de le dire, ce comité directeur, mais aussi 12 groupes qui sont vraiment alliés à la cause et qui sont des groupes de protection de l'environnement à majorité des États-Unis, mais il y a aussi parmi ces 12 groupes alliés un organisme canadien qui est le seul dans cette action en justice. Donc, cet organisme canadien, c'est le Canadian Park and Wilderness Society. C'est le bureau yukonais vraiment qui s'est allié à la cause et qui, lui, travaille depuis de nombreuses années avec les Gwich'in du territoire du Yukon et qui suit le dossier de près dans cette affaire qui dure depuis très longtemps maintenant. Et alors, que dit cette plainte ? Alors, la plainte donc, a été présentée par l'avocate principale qui est Madame Bridget Psarianos. La plainte, elle indique que plusieurs instances gouvernementales donc de l'administration Trump
ont enfreint plusieurs lois. Elles ont spécifiquement enfreint 5 lois qui sont des lois de protection de l'environnement. Ce sont des lois qui protègent les terres publiques, mais aussi les eaux, des rivières, la faune, la flore. Et les instances qui sont mises en cause sont le secrétaire de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, le Bureau américain de gestion des terres et le service américain des pêches et de la faune sauvage. Donc, c'est vraiment une plainte qui a pour but de montrer que ces instances de l'administration Trump ont violé des lois qui ont été mises en place depuis plusieurs années pour protéger l'environnement dans la zone du refuge arctique, mais aussi de façon plus générale en Alaska où se trouve le refuge arctique. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les risques pour la faune ? Alors, depuis le début, l'animal qui est mis en cause, enfin en tout cas qui est au cœur de cette bataille de protection ou de développement du refuge arctique, c'est le caribou, plus précisément la harde porcupine. C'est une harde qui est fondamentale dans la culture Gwich'in, des Gwich'in de l'Alaska, mais aussi des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon. Et comme on le sait, cette harde porcupine, elle est internationale parce qu'elle migre entre le Canada et les États-Unis. Donc, le développement de l'exploration pétrolière et gazière dans la région, ça veut dire créer des routes, mettre en place des infrastructures, l'augmentation du trafic, ça a un lien, enfin, c'est une menace directe pour cette harde qui est déjà très fragilisée par le réchauffement climatique. Mais ce qu'il y a de nouveau, en tout cas ce que j'ai découvert dans cette plainte précisément, c'est qu'il y a aussi des risques pour les populations d'ours polaires. Et ça, c'est nouveau, disons, parce que le Service américain des pêches et de la faune sauvage, qui est lui-même mis en cause dans la plainte, c'est l'une des 4 instances gouvernementales à qui l'on reproche de ne pas respecter les 5 lois de protection de l'environnement. Et ben, ce service américain qui fait des suivis et qui fait des études pour voir comment se porte la faune dans la région a découvert que l'installation de plateformes pétrolières sur la plaine côtière serait carrément mortelle pour les oursons polaires, et qu'en fait ce programme de développement pétrolier et gazier nuit carrément aux chances de survie de centaines d'oursons. Donc c'est surtout donc le développement pétrolier et gazier nuit aux caribous, nuit aux ours polaires, mais nuit aussi à d'autres espèces qui sont dans la région. Ça peut être des espèces d'oiseaux, ça peut être les bisons, ça peut être la faune et la flore de façon plus générale, mais aussi la qualité de l'eau, parce que développer ce genre d'industrie dans un environnement arctique qui est déjà fragile et qui subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Ce programme, il a été vraiment décrit comme un programme cruel par les organismes alliés de la cause et par le comité directeur Gwich'in. Merci beaucoup Nelly pour ces explications. Ton article est à retrouver donc demain dans l'Aquilon, et puis tu fais aussi Zone Arctique à la radio toutes les semaines. On conclut cette émission avec une bonne touche de culturel et d'animation avec toi Élodie. L'association franco-culturelle de Yellowknife nous promet une programmation riche ces prochains mois: théâtre jeunesse, art du cirque, humour et grands festivals. Alors qu'est-ce qui ressort le plus de cette offre culturelle ? Alors, ce qui ressort vraiment, c'est, je dirais, la diversité des publics visés. On voit autant des projets pour les jeunes que la troupe de théâtre, comme la troupe de théâtre de l'école Alain Saint-Cyr, que des spectacles pour un public un peu plus adulte, comme le Joe chez Joe, qui peut être aimé pour tous les âges. Il y a aussi une volonté claire de rendre la culture accessible avec des événements surtout gratuits ou ouverts à toutes les communautés, ce qui renforce le sentiment d'appartenance à la francophonie locale. Alors la pièce Colloque fantôme, portée par une troupe de jeunes, occupe une place importante donc dans ce que tu nous as raconté cette semaine dans ton article. Alors pourquoi ce projet est-il si particulier ? Oui, c'est un projet marquant parce qu'il permet aux jeunes de vivre une expérience artistique complète, pas seulement comme
comédiens, mais aussi dans la création de décors et de costumes de A à Z. Et malgré leur jeune âge, les élèves sont très investis et motivés de ce que j'ai pu voir. Ce genre d'initiative montre à quel point l'art peut être un outil puissant de confiance, d'expression et de valorisation du français en milieu scolaire. Et alors, au-delà des spectacles, qu'est-ce que cette programmation raconte un peu sur cette vitalité dont tu parles, hein, de la culture francophone à Yellowknife? Elle démontre clairement que la culture francophone est bien vivante et constante et en constante évolution à Yellowknife. Entre les ateliers pour les enfants, les artistes invités et le festival de la taïga qui va s'en venir dans les mois à venir, on sent une volonté de créer des ponts entre les générations et de multiplier les occasions de surtout se rassembler. Merci beaucoup, Élodie. Donc, toute cette programmation est à suivre. On peut la voir sur le site de la FCY, sur Facebook et dans ton article. Oui. Qui paraît demain. Parfait. Merci beaucoup. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediathénois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Thénois et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Thénois.